Cher Anatole, les médecins m'ont dit que tu ne te souviendrais pas de moi à ton réveil. Je suis entrée dans la chambre d'hôpital et je t'ai vu et j'ai eu envie de pleurer, mais je savais que nous avions de meilleures choses à faire. Alors je me suis assise près de ton lit et j'ai tenu tes mains et j'ai essayé de t'implorer de te réveiller, mais tu ne t'es toujours pas réveillé. Je sais que tu le feras cependant. Je t'écris des lettres au cas où tu ne te souviendrais pas de moi, ou de toi-même, ou de toi et moi, et de ce que nous représentons pour le monde. Parce que c'est bien plus grand que mon amour pour toi, et toi, qui sais pourquoi. Je t'aimerai toujours, même si tu déménages sur Jupiter et que tu épouses 5 extraterrestres dont je ne peux pas prononcer les noms. Je t'écris des lettres parce que quand tu te réveilleras, si tu ne te souviens pas qui nous sommes et ce que nous faisions, eh bien, il y a beaucoup plus en jeu que nous. Avec plus d'amour que tous les cœurs de cet hôpital, Aurore. Cher Anatole, alors j'imagine que tu as décidé d'être difficile, hein? Cela fait presque 3 jours et tu ne montres aucun signe de mouvement. Les médecins ont dit que tu es dans un état critique, mais la vérité est que tu l'as toujours été, et cela n'avait rien à voir avec l'accident qui nous a placés tous les deux ici. Je ne suis pas fâchée contre toi, je ne sais juste plus quoi dire. Tu n'es pas stupide, Anatole, tu sais ce qui est en jeu, et tu sais que tu ne peux pas me quitter maintenant. Enfin, je sais que tu vas te lever bientôt. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne te lèves et que tu ne regardes autour de toi. Alors tu riras et tout ira bien dans le monde. Ou tu te réveilleras très confus et tu n'auras aucune idée de qui tu es et pourquoi tu es à l'hôpital, et qui je suis et pourquoi j'ai été là tout ce temps aussi. Si cela arrivait, je devrais t'expliquer comment nous nous sommes rencontrés. Mais comme si cela arrivait, je serais aussi trop occupée à pleurer pour te parler, je vais l'écrire dans ma prochaine lettre. À demain matin, Aurore. Cher Anatole, alors j'imagine que tu as décidé d'être difficile, hein? Cela fait presque 3 jours et tu ne montres aucun signe de mouvement. Les médecins ont dit que tu es dans un état critique, mais la vérité est que tu l'as toujours été, et cela n'avait rien à voir avec l'accident qui nous a placés tous les deux ici. Je ne suis pas fâchée contre toi, je ne sais juste plus quoi dire. Tu n'es pas stupide, Anatole, tu sais ce qu'est en jeu, et tu sais que tu ne peux pas me quitter maintenant. Enfin, je sais que tu vas te lever bientôt. Ce n'est qu'une question de temps, avant que tu ne te lèves et que tu ne regardes autour de toi. Alors tu riras et tout ira bien dans le monde. Ou tu te réveilleras très confus et tu n'auras aucune idée de qui tu es et pourquoi tu es à l'hôpital, et qui je suis et pourquoi j'ai été là tout ce temps aussi. Si cela arrivait, je devrais t'expliquer comment nous nous sommes rencontrés. Mais comme si cela arrivait, je serais aussi trop occupée à pleurer pour te parler, je vais l'écrire dans ma prochaine lettre. À demain matin, Aurore. Cher Anatole, je t'ai rencontré à la station-service au bout de la rue de ton université. J'étais en route pour mon travail à la garderie et ma voiture manquait d'essence, comme c'est souvent le cas avec ma voiture. Je suis entrée dans la station-service et j'ai commencé à pomper l'essence quand il m'est soudainement venu à l'esprit que je voulais désespérément des couennes de porc. Si tu ne te souviens de rien d'autre, souviens-toi que j'adore absolument les couennes de porc. J'en consomme presque constamment. Je n'en mangeais pas avant, cependant. Non, tu as été le début de ma fascination. Je regardais par la fenêtre de la station-service pendant que j'attendais que ma voiture se remplisse, et je t'ai vu debout à la caisse avec ton chariot trop rempli de couennes de porc et de Twizzlers. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais un besoin urgent de supplément. Après avoir laissé ma voiture se remplir, je me suis garée sur le parking et j'ai sauté de mon siège pour te rattraper avant que tu ne quittes la station-service. À ce moment-là, je ne savais pas que j'essayais de te rattraper car je m'étais convaincue que je regardais la nourriture dans ton chariot et non, eh bien, toi. Mais c'était toi, Anatole. Je te regardais toujours. Comment ne pas le faire? Tu es magnétique et j'étais attirée par ton orbite même en entrant dans la station-service. Tu partais quand je suis entrée. Tu as souri et j'ai hésité, comme je le fais habituellement quand les gens me sourient parce que cela n'arrive pas si souvent. J'ai même continué à hésiter à sourire jusqu'à ce que tu me demandes si j'allais bien parce que je suis sûre que j'avais l'air chroniquement constipée ou quelque chose comme ça. C'est drôle de penser que ta première impression de moi était la fille chroniquement constipée de la station-service. Et ce fut ta seule impression de moi jusqu'à environ 2 semaines plus tard, quand je t'ai revue au barbecue public de l'université, où je suis allée bien sûr parce que je n'avais pas envie de cuisiner cet après-midi-là.
Tu étais le seul à porter un pantalon de costume noir et un blazer en plein mois de juillet, malgré tes yeux sauvages et tes cheveux bleus éparpillés sur ta tête, comme si tu venais perpétuellement de te réveiller. Je portais mon uniforme de travail, un jean délavé, taché de compote de pommes et de ketchup, et un vieux t-shirt de groupe de garage que j'avais trouvé dans une pile de liquidation chez Goodwill. Tu avais l'air d'un autre monde et j'étais énormément intimidée quand tu es venu te présenter à moi. Tu m'as dit que ton nom était Anatole et je t'ai dit que mon nom était Aurore Reinhardt. Tu as dit que tu aimais mon nom et j'ai dit que j'aimais tes cheveux, même si j'aurais pu dire que j'aimais n'importe quoi chez toi et à ce moment-là, ce serait la vérité. Maintenant, je pourrais nommer quelque chose chez toi que je n'aime pas, la principale étant que tu prends tellement de temps à te réveiller et à m'aider à sauver le monde. Mais peut-être as-tu besoin d'une pause, alors prends ton temps. Juste dépêche-toi un peu pendant que tu le fais, s'il te plaît. Pas seulement pour moi, pour tout le monde aussi. Quelques heures après que nous ayons commencé à parler, tu as dû partir, mais tu as écrit ton numéro à l'intérieur de ma tasse de café et tu m'as envoyé un SMS 2 jours plus tard, simplement « Allons voir un film, 16h, je te rejoins là-bas ». La seule raison pour laquelle je savais de quel cinéma il s'agissait est que notre ville n'en avait qu'un et je ne pensais pas que tu voudrais que je conduise 2 heures pour aller au suivant. Nous avons regardé le film et c'était sympa, mais la chose vraiment magique s'est produite quand nous sommes partis. Tu as dit que tu n'étais pas prêt pour que la nuit se termine et quand j'ai suggéré d'aller manger une glace, tu as dit que tu avais une meilleure idée et nous sommes allés au planétarium à la place. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'aller chercher des couennes de porc n'était pas une coïncidence. C'était fait exprès et c'était pour te rencontrer. Une semaine après ce rendez-vous au planétarium, nous sommes allés pique-niquer à l'ancienne école primaire et tu m'as demandé si je voulais continuer à faire ça tout le temps, pendant longtemps, et j'ai dit oui, pour toujours. Un mois après cela, nous avons commencé à recevoir des messages des étoiles. Je vais aller chercher des couennes de porc. Aurore. Cher Anatole, le premier message est arrivé un mercredi. Nous étions retournés au planétarium pour notre sorte de premier anniversaire de mois, mais en réalité c'était juste une excuse pour voir le nouveau programme. Tout tournait autour des étoiles, et toi et moi étions tous les deux obsédés par le ciel. Nous étions silencieux pour une fois. Nos mains reposaient immobiles sur nos genoux et ma bouche était légèrement entr'ouverte. La tienne était courbée dans un sourire qui brillait de l'empressement brut que tu possédais toujours. Nous avons fait la moitié du programme avant d'entendre la première voix. Nous pensons que vous pouvez le sauver. Le monde, c'est ça. Vous avez été élus pour être les héros d'un siècle. Si vous réussissez, vous gagnez et tout redevient normal. Si vous échouez, vous êtes mort et désolé. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à toi et nous savions tous les deux que cela ne faisait pas partie du programme. Nous l'avons même acheté en ligne pour l'écouter seul. Mais quand nous l'avons fait, il est devenu clair que nous n'avions pas écouté un enregistrement, mais que la voix était transmise en direct via le système sonore du planétarium. Nous avons contacté d'autres personnes qui avaient également regardé le programme, mais elles n'avaient rien entendu d'inhabituel. Nous avons décidé que nous pensions que les voix étaient autre chose. Nous ne savions pas quoi, mais nous savions que c'était quelque chose que nous devions continuer d'écouter. Je me demande si tu entends les voix maintenant, Aurore. Cher Anatole, la fois suivante où j'ai entendu les voix, c'était à la garderie. Une petite fille avait eu un accident et j'étais dans la buanderie en train de lui chercher un pantalon propre quand j'ai entendu quelque chose dans le rythme de la machine à laver. C'était un rythme normal au début, mais il est devenu plus rapide et plus fort, puis il s'est presque complètement arrêté et il y a eu un bourdonnement statique. Votre heure est venue, Aurore. Allez-vous relever le défi ou allez-vous reculer? Décidez ou mourrez, c'est votre choix. J'ai laissé tomber le linge et je me suis assise par terre pendant 7 bonnes minutes avant de t'appeler. Quand je l'ai fait, tu as dit que tu allais aussi m'appeler. Tu étais en classe et puis les grincements de la craie du professeur ont commencé à ressembler à des voix. Et elles t'ont dit « De quoi te soucies-tu, Anatole? Ta famille? Ta petite amie? Et le monde? Parce que tout est en jeu, mon vieux. Tout pourrait disparaître en 1 minute. » Nous avons commencé à entendre les étoiles nous dire des choses tout le temps, que nous soyons ensemble ou non. Et bientôt, nous avons décidé que nous voulions faire quelque chose à ce sujet. Mais aussitôt que nous l'avons fait, les voix se sont tues. Et puis un jour, alors que nous pensions tous les deux qu'elles étaient peut-être parties pour de bon et que tout irait bien, nous avons décidé d'aller chercher des couennes de porc à la station-service.
Dès que nous avons ouvert le sac et commencé à les manger, la première voix a crépité à la télévision et a dit « Vous devez vous assurer que la galerie d'art ferme ce soir ». C'est tout ce qu'elle a dit cependant, et ne sachant pas comment, nous avons mis de côté nos inquiétudes et avons décidé d'essayer. Tu m'as dit que la plus grande exposition d'art de l'année avait lieu à New York ce soir-là, et si les voix ne parlaient pas de celle-là, ils ne pouvaient pas être sûrs de quoi d'autre elles parlaient. Le seul problème était que nous vivons dans le Minnesota, et un vol pour New York est trop cher pour la plupart des étudiants. C'était bien trop loin pour y aller en voiture cependant, et si les voix avaient raison, peu importe que nous soyons fauchés ou non. Alors tu as réservé le vol. Nous sommes arrivés à la galerie d'art 2 heures avant le début de l'exposition, et nous n'avions toujours aucune idée de ce que nous allions faire pour empêcher l'exposition d'avoir lieu. J'ai dit que nous pourrions peut-être kidnapper l'hôte, mais tu m'as dit que nous essayons de sauver le monde, pas de nous faire arrêter. Alors j'ai hoché la tête et j'ai essayé de trouver une idée plausible. Tu vois, j'avais acheté des couennes de porc à l'aéroport et je continuais à les grignoter dans le bus que nous prenions pour nous rendre à la galerie. L'idée était intoxication alimentaire. Tous les artistes et leurs acheteurs potentiels allaient manger à l'hôtel en face de la galerie. S'ils attrapaient tous une mystérieuse maladie, eh bien l'exposition devrait fermer. Nous sommes descendus du bus et nous nous sommes faufilés de la cuisine de l'hôtel, habillés en personnel. Une fois à l'intérieur, nous avons dit à l'équipe que nous étions nouveaux et nous nous sommes mis au travail. J'avais du poison de requin dans mon sac et j'ai versé un silet constant dans la marmite de soupe aux choux que les participants devaient manger. Ensuite, je me suis assurée d'être l'une des personnes servant la soupe et nous nous assurons que tout le monde en ait une bonne portion. Inutile de dire que l'exposition d'art n'a pas eu lieu et c'était une bonne chose aussi car le lendemain matin, un incendie avait ravagé tout le bâtiment et s'il y avait eu quelqu'un là-bas, des gens seraient morts. Les voix disaient la vérité, mais nous étions les seuls à pouvoir les entendre. Cela fait presque 1 semaine maintenant. Aurore. Cher Anatole, je suis tellement désolée. Je suis désolée pour tout ce que je n'ai pas pu arrêter et pour tout ce que j'ai fait pour t'attirer cela. Je ne l'ai pas voulu et pourtant je ne pense pas que je pourrai jamais me pardonner. Je suis désolée et tout ce que je peux te donner maintenant, c'est la vérité. 3 mois après que nous ayons commencé à sauver le monde d'une catastrophe inconnue, tu as décidé que les choses devenaient dangereuses. Nous venions de rentrer de Philadelphie où nous avions arrêté un vol à main armée. Je pensais que tout s'était très bien passé, mais tu craignais que les choses ne dégénèrent. Nous avons eu notre part de plaisir, m'as-tu dit. Nous avons joué les héros assez longtemps, as-tu dit. Mais j'ai dit non. Non aux préoccupations que cela devenait trop difficile à gérer pour nous. Non à l'arrêt. Non à jamais admettre que nous n'étions pas suffisants pour arrêter la fin du monde, car si elle arrivait, nous partirions avec elle, quel que soit le nombre d'expositions d'art que nous ayons arrêtées. Et toi, Anatole, tu m'as regardé avec des larmes dans tes yeux gris sauvages et tu m'as dit que tu étais fatigué de sauver le monde. Ce n'était pas parce que tu n'étais pas courageux, c'était parce que tu ne savais plus quel bien nous faisions. Oui, nous avons arrêté des vols et oui, nous avons sauvé des vies, mais dans l'ensemble des choses, à quoi bon ? Les gens se haïssent toujours et les pays se battent toujours et les mondes s'entrechoquent trop vite pour nous. Tu n'avais pas peur, moi si. J'avais vraiment peur que la seule chose qui nous lie soit que nous ayons ce but en commun. Mais j'ai négligé toutes les petites choses. J'ai oublié ce que nous étions à la base et cela m'a fait croire que nous étions construits sur du sable. Ce n'était pas le cas cependant. Nous étions du béton, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi cela a fait si mal quand nous avons touché le sol. Comme je l'ai dit, la vérité est tout ce que je peux te donner maintenant. La dernière fois que nous avons tous les deux entendu les voix, c'était ce samedi matin. Nous étions assis sur le canapé à regarder des dessins animés du matin et à manger des couennes de porc, quand les lumières se sont soudainement éteintes. Tu m'as pris la main et tu m'as dit de rester là pendant que tu allais vérifier ce qui s'était passé, mais tu n'es finalement pas parti parce que nous avons entendu la voix. Bien joué, Aurore et Anatole. Nous sommes satisfaits de votre travail. Votre prochaine tâche est de vous assurer que le train arrive à la gare en toute sécurité. Faites cela et vous serez considérés comme des légendes. Je t'ai regardé et tu as soupiré. Nous allions sauver le train, apparemment, et j'étais excitée. Je pensais que ce serait peut-être la dernière fois et qu'ensuite nous serions tous les deux heureux. Je ne pensais pas que ce serait la dernière fois que je te verrais éveillée cependant. J'écrirai plus tard. Aurore. Cher Anatole, alors c'est ça. Voici le point culminant et la fin en un seul, même si j'espère qu'en réalité, ce n'est que le début, parce que je ne pense pas que notre histoire doive se terminer si tôt.
Nous marchions le long de la voie et nous ne savions pas exactement ce que nous devions faire. Tu m'as regardé et tu as dit « J'espère que ça va marcher parce que je t'aime vraiment ». Et j'ai dit « Oui, je t'aime aussi ». Ça me dérange toujours en fait, la façon dont j'ai dit ça. Je n'ai pas dit « Je t'aime aussi ». J'ai dit « Oui, je t'aime aussi ». Il n'y avait même pas de « je » impliqué. Et maintenant, je sais que c'est parce que j'étais égoïste et que j'étais concentrée sur ce que les voix nous disaient de faire. Mais je t'aime aussi. Ce qui était étrange avec les voix, c'est qu'elles ne nous disaient jamais pourquoi nous devions faire quelque chose. Elles s'attendaient juste à ce que nous suivions le mouvement, et nous l'avons fait. Surtout dans ce cas où nous courions littéralement à côté d'un train en marche. Nous ne savions même pas ce que nous étions censés planifier, mais je pense que c'est ce qui m'attirait. C'était audacieux et imprudent, et c'était une aventure, et je trouvais tout cela si merveilleusement romantique. Je pensais qu'ils écriraient des livres sur nous. Je ne pensais pas que ce serait une nécrologie qu'ils écriraient à la place. Je courais, et tu courais, et il y avait un ton différent à toute la situation. Le train passait devant nous en rugissant. Il allait trop vite. Nous devions nous assurer qu'il arrive à la gare en toute sécurité et nous devions sauter dans le train pour le faire. J'étais presque sûre que quelque chose était arrivé au conducteur, mais ce n'était pas grave, parce que qui ne pouvait pas comprendre comment conduire un train à court préavis? Si quelqu'un, toi, tu pouvais. Je t'ai crié de sauter, mais je n'ai pas regardé en arrière pour voir si tu avais réussi quand j'ai sauté dans le train moi-même. Je me suis retournée juste à temps pour te voir tomber, tes mains glissant et tes yeux gris sauvages maintenant sauvages de peur, figés par la terreur. Et j'étais figée entre sauter du train pour te sauver ou rester dans le train pour sauver ces gens. Peux-tu deviner qui j'ai choisi? Parfois les voix étaient plus fortes que mon cœur. J'ai sauvé 97 personnes, y compris le conducteur qui s'était endormi dans le calme de la nuit. La seule personne que je n'ai pas réussi à sauver, c'était toi. Oui, j'ai appelé l'ambulance. Oui, j'ai conduit à l'hôpital dans cette ambulance avec toi. Oui, je suis là depuis ce jour, t'écrivant des lettres que je ne sais pas si tu liras un jour, mais cela n'a pas d'importance. Rien de tout cela n'a d'importance si tu ne te réveilles jamais. Si, quand tu te réveilles, j'espère que nous n'entendrons plus jamais une étoile parler. Cela n'en valait pas la peine. Si tu ne te souviens de rien d'autre après avoir lu ceci, sache que j'aurais préféré ne jamais te rencontrer que de te blesser à nouveau. Pour toujours, Aurore.